à tous, heureux de vous accueillir sur notre plateau Avenir ADB. Cette fois-ci, c'est pour recevoir Thibaut Granier et Fabrice Pommier de la société Quarto. Alors, Avenir ADB, je vous rappelle, podcast que nous organisons avec Camille Fell aussi et Jérôme Armand régulièrement pour parler de notre profession et des évolutions et des innovations qui peuvent apparaître dans notre profession d'administrateur de biens. Donc, bonjour Thibaut. Bonjour. Bienvenue sur Avenir ADB. Merci. Bonjour Fabrice. Bonjour Christophe. Donc l'objectif, c'est de présenter un peu l'entreprise que vous avez lancée. Alors déjà savoir pourquoi vous l'avez lancée, comment vous vous êtes rencontrés. C'est toujours intéressant de comprendre un peu la genèse de l'entreprise. Alors je ne sais pas quel est celui qui veut prendre la parole sur... c'est Fabrice, c'est lui qui a eu l'idée. C'est Fabrice. Bon après on s'est rencontrés tous les deux quand même. Mais okay. Non, l'idée c'était que moi je travaillais avant dans le courtage de prêts immobiliers, donc en B2B. Toujours en lien avec l'immobilier. Et puis, je cherchais une idée pour aller de l'assurance vers l'immobilier et dans un secteur faiblement digitalisé ou pas insuffisamment digitalisé. C'est bien ciblé alors. Et je me suis dit, l'administration tiens, si on allait cibler l'ADB et la copropriété. Voilà. D'accord. En gros, c'est ça, puisque moi, j'ai travaillé sur la digitalisation de parcours et la structuration de données, des choses comme ça. Et l'immobilier, on s'est dit que la donnée est un sujet clé. Voilà. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut faciliter le travail et l'efficacité des professionnels en structurant mieux la donnée et donc en améliorant aussi la relation client. Voilà. Donc c'est l'idée, elle est partie de là. Et puis j'ai demandé un jour à Thibaut, on se connaît depuis quelques années déjà. Trop. Ça doit être ça. Et je lui ai demandé, tu ne connaissais pas un CTO parce que je ne sais pas coder. Moi, j'ai dit, oui, moi. Voilà. Parce que donc j'ai fait toute ma carrière dans l'informatique, essentiellement chez des éditeurs de logiciels. Ouais. Donc j'ai fait de la technique, de l'avant-vente, j'avais un panel assez large et de la gestion de produits. Et quand Fabrice m'a proposé ce poste-là, cette fonction, ça m'a tout de suite plu. J'avais déjà l'idée de, pas moi-même de me lancer, mais de me lancer avec quelqu'un. Ouais, c'est toujours plus simple de se lancer à plusieurs que tout seul. Exactement. Parce que ouais. On ne peut pas répondre à toutes les fonctions d'une entreprise. On est un petit peu complémentaires. Voilà. A priori, c'est ce qu'on se dit tous les jours. Voilà. Alors concrètement, Quarto, c'est quoi alors, comment ça fonctionne? Quel est l'objectif quelle est l'offre de service que vous apportez? Nous, on est parti d'un principe, c'est que les professionnels de l'ADB, la copro, les syndics, ils gèrent d'abord un bâti. Et aujourd'hui, il y a une difficulté dans la façon de gérer ce bâti. Il y a des enjeux plus de gestion au quotidien, mais aussi de gestion patrimoniale, d'aller les contraintes environnementales qui pèsent de plus en plus. Donc nous, on a créé une solution qui est une solution de gestion en 3D des copropriétés. Donc c'est une solution qu'on dit SaaS, une solution informatique, où concrètement, on modélise en 3D, on fait un jumeau numérique de chaque immeuble et on met ça à disposition, on simplifie énormément l'usage. Alors c'est Thibaut qui bosse un peu tous les jours pour que de technologies d'experts, on puisse mettre à disposition aux copropriétaires aussi, mais surtout aux syndics, un nouvel outil qui leur permet de centraliser et de visualiser les événements, les caractéristiques de n'importe quel immeuble. Je crois que vous voulez vous affranchir de la thématique BIM, parce que c'est quand même... C'est ça qu'on a dit qu'on ne parlerait pas aujourd'hui. Oui, mais justement. Ah, merci Christophe. Je t'en prie. Alors, ce dont on ne parle jamais, c'est du BIM. Ouais, justement. Pourquoi ? Parce que le BIM, là, qui est une techno de Building Information Modeling, c'est une techno d'experts, faite par des experts pour des experts. Qui n'est pas adaptée à... Donc, ce n'est pas du tout adapté à ce secteur. On est parfaitement d'accord. Donc, quand on fait de la construction de bâtiments neufs un peu compliqués avec beaucoup d'entreprises, c'est très bien. On va aller sur des niveaux de détail extrêmement fins avec des gens qui sont tous dans des bureaux d'études et qui ont fait, qui sont tous ingénieurs. Là, il y a 10 millions de logements dans la copro en France. C'est du bâti, pour la plupart, de l'ancien. Et pour des besoins de gestion, on n'a pas besoin d'avoir cette technicité-là. Et il se trouve que ceux qui gèrent, ils ne sont pas tous BIM managers. Et voilà. Ou BIM addict. BIM, non, ça leur dit pas ça. En tant que BIM, bam, boum. Enfin, voilà, ils sont pas, le BIM ne leur parle pas. Voilà. Ouais. Et ça ne doit pas leur parler. C'est comme quand on achète une voiture. 90% des gens n'ouvrent pas. La première chose qu'ils font, c'est monter quand même dans la voiture pour voir si elle est bien à conduire. Ils vont pas ouvrir le capot tout de suite. Ouais. Voilà. Donc c'est pas le problème en fait d'un syndic si c'est du BIM, de l'IA, de l'intelligence artificielle ou autre chose. Ouais.
tout à fait. Donc concrètement, après, au niveau, je vais m'adresser cette fois à Thibaut, parce qu'on est plutôt sur l'aspect technologique. Comment, en fait, vous construisez cette maquette 3D de la copropriété, ou enfin de l'immeuble? Alors, ou on a bâti? plusieurs axes. Le premier, c'est est-ce qu'on a des plans ou pas? Ouais. Donc, il faut savoir que 50% des copropriétés n'ont pas de plan. Ouais. Donc, si on a des plans, je pense que tu m'aimes optimiste. Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être qu'on nous ment. Ah, parce qu'après, alors, il peut y avoir des plans, mais sont-ils disponibles? Ça, c'est un autre débat. Oui, exactement. Donc, il y a eu des plans, mais il faut effectivement déjà les avoir. Donc, si on a des plans, on part de plans en 2 dimensions et on les extrude, enfin, on les monte en 3 dimensions. Donc là, on utilise des outils et des experts, des BIM modelers, etc., qui savent modéliser ce type de bâtiment. Si jamais on n'a pas de plan, eh bien, on va déjà utiliser les informations qui sont disponibles, type cadastral, Google Street Map, etc., pour déjà monter une base. Ouais. Et ensuite, on va aller sur place avec des outils qui sont utilisables, qui sont de manière, enfin, qui sont devenus aujourd'hui assez simples à utiliser pour bimiser ou enfin modéliser un immeuble avec un iPad, avec un lidar. Oui, ça, c'est une technologie lidar que vous utilisez pour aller capter le. Exactement. Donc, comme le disait Fabrice, notre but, c'est pas de modéliser de manière très exacte le bâtiment, mais c'est à des fins de gestion. Ouais. Donc, on n'est pas au centimètre près, on n'a pas besoin de modéliser l'ensemble, tous les détails. Par contre, on a besoin des surfaces, on a besoin des angles, on a besoin de tous les murs, de toutes les fenêtres, de toutes les ouvertures. C'est ça. Et c'est ça qu'on cherche à avoir. L'objectif, c'est de faciliter la gestion également à distance pour le gestionnaire ou son assistant. Exactement. Ou assistante. Donc en fait, notre point de vue, c'est de dire il faut que la personne qui gère l'immeuble connaisse mieux l'immeuble que celui qui y habite. D'accord ? Et la maquette permet ça. Donc vous avez une visualisation de l'immeuble, des équipements, de où habitent les gens, des différents lots, etc. Et en fait, vous le connaissez mieux parce que vous avez une distance par rapport à l'immeuble. Et quand quelqu'un vous appelle, donc un copropriétaire va vous appeler pour dire j'ai une problématique, tout de suite, vous comprenez sa problématique avec un point de vue même plus large, en disant bah oui, c'est peut-être lié à cette colonne, etc., que lui, même en intérieur, n'a peut-être pas. Donc c'est ça l'objectif. Et vous recensez également, je crois, toute la partie équipement incendie, enfin sécurité incendie, exactement, porte tous les automatique réseaux, de parking, réseau. Tous les équipements de type extincteur, ascenseur, bouche d'égout, enfin des choses comme ça qui sont présents sur l'immeuble. Ouais, ok, d'accord. Donc c'est très clair. Donc après, concrètement, votre modèle économique consiste en quoi? Comment Quarto comment vit Quarto, oui, avec les besoins incroyables des deux associés? Voilà, exactement. Il faut les assouvir. En fait, il y a un coût d'entrée qui est lié au fait de faire une maquette, de modéliser. Évidemment, plus on a d'éléments, si on doit se déplacer sur place ou pas, on a plusieurs façons d'opérer qui vont, et puis aussi le volume de commandes forcément, mais on est sur un sujet de mise en place. Donc il y a une petite mise en place à ce moment-là, au début d'un contrat, et surtout ce qu'on propose, c'est une solution type SaaS, donc un abonnement mensuel qui est basé sur le nombre de lots, et où on va proposer une plateforme informatique déjà, et puis toutes les évolutions liées au produit. On est au début de l'aventure, on a plein de choses en tête aujourd'hui. On a aussi surtout plein de choses que nos clients syndiquent. Ils ont besoin de faire remonter. Ouais. Et on se positionne justement à l'antithèse de... toi, tu as beaucoup travaillé chez les éditeurs. On est vraiment dans la co-construction du produit pour que l'utilisateur final, le gestionnaire, il se l'approprie véritablement. Ce qui est la meilleure des démarches, à mon sens, parce que c'est ce que nous avons fait. C'est la seule qu'on a trouvée, nous en tout cas, c'est ce qu'on voulait appliquer ici, chez Quarto. Comment ça se passe au niveau éventuellement de la récupération de données avec les éditeurs logiciels métiers? Est-ce que là-dessus, vous avez... Alors, on a des discussions actuellement. Ouais, parce qu'en fait, il y a deux types. Il y a des éditeurs qui, on va dire traditionnellement, n'avaient pas ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire des connectivités, une connectivité ouverte, informatique. Il se trouve que certains, d'abord, en ont nativement ou en ont développé. Ils se sont rendus compte que travailler avec des startups, ils ne voulaient pas pouvoir tout développer eux-mêmes. Donc ça, il y a cette prise de conscience. Donc, on a une discussion avec plusieurs de ce point de vue-là. Et c'est ça, je pense, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on commence à avoir des clients qui, eux, demandent aussi à leur éditeur. On a envie de bosser avec Quarto. On pense que ça apporte vraiment quelque chose dans notre offre aussi commerciale, pas que de la gestion. Un syndic, il a envie de se distinguer aussi, d'offrir de l'innovation, d'offrir du service.
Et à ce moment-là, ce syndic-là peut, surtout s'il a quelques lots et quelques copros en gestion, appeler son éditeur et nous obtenir aussi quelques Un rendez-vous, Voilà. c'est plus Donc facile. on en est un petit peu là. Voilà. D'accord, ok. Après, donc, votre cible, là, pour l'instant, c'est les syndics de copropriété. Est-ce que vous avez d'autres cibles potentielles? Est-ce que, par exemple, des foncières pourraient être potentiellement intéressées ou d'autres types d'acteurs de l'immobilier, directement ou indirectement? Oui, nous, en fait, à partir du moment où on est sur des problématiques de gestion, qu'il y a une gestion patrimoniale à mettre en œuvre, avec une attention aux équipements, aux incidents, voilà. Donc, on a aussi sur la gamme hôtelière, on est aujourd'hui en train de regarder la discussion sur la partie hôtel. Ça m'intéresse aussi. J'ai cru comprendre. Et on en parle juste après. On reparlera juste après. Et après, ça peut être des foncières, des property managers. On souhaite pour l'instant être pas mal sur le résidentiel. Hein. C'est quand même, il y a certaines caractéristiques qui font que les cas d'usage qu'on a développés peuvent être utilisés. On fait aussi des monopropriétés. Donc vraiment, on est sur de l'immeuble entier avec, en comprenant les lots privatifs aussi, une gestion qui est donc totale. Ça intègre également les douches, les pièces d'eau, etc. Alors que sur les syndics, on est beaucoup plus sur les parties communes, voilà, par définition, puisque c'est leur périmètre d'intervention. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. C'est très clair. Donc là, à ce stade, vous êtes au commencement de l'aventure, puisque je crois que vous avez commencé à commercialiser il n'y a pas très... Il y a vraiment quelques mois, c'était à quelques... l'automne. Hein. Ouais. Ah oui. Mais on a tout de suite, hein, sur plusieurs salons d'ailleurs, hein, on a tout de suite, ça a tout de suite accroché. Aussi parce qu'on avait eu finalement, on avait construit cette solution pour répondre à des besoins qui nous avaient été exprimés. Où finalement la 3D, tu vois, sur l'immobilier, elle est partout, sauf sur la copro. Tu fais de la transac, maintenant tout se fait en visite virtuelle. Tu construis un immeuble, tout est en 3D. Tu gères du tertiaire, c'est la 3D qui est en train de dominer. Et pourquoi est-ce que sur la copro, il n'y a pas alors que l'usage et la nécessité, l'intérêt de la 3D, est-ce que justement, à ce propos, est-ce que ça vous a été remonté? Je ne sais pas si c'est Thibaut ou toi qui va répondre, mais sur la perception d'être aussi un outil d'aide à la décision dans le domaine de l'Assemblée générale. Puisqu'en fait, moi, je sais que concrètement, quand on avait des travaux à faire voter, il était toujours quand même beaucoup plus simple quand on appréhendait l'environnement, surtout avec des propriétaires qui ne sont pas forcément habitants, occupants, ils peuvent être des bailleurs. C'est toujours plus intéressant d'avoir une maquette pour leur expliquer que l'intervention doit se réaliser à tel endroit, etc. Est-ce que vous considérez que ça peut vraiment être un outil d'aide à la décision? Moi, j'ai une expérience personnelle d'une assemblée générale où on a dû voter des travaux, d'ailleurs qu'on n'a pas encore voté, sur une cour qui n'est pas visible. Donc il y avait même des copropriétaires qui ne savaient même pas qu'il y avait une cour. Par contre, ils devaient payer pour le ravalement. Et ben, c'était l'incompréhension globale de toute l'AG, parce qu'il y a des gens qui disaient mais pourquoi je vais payer pour ça? C'est quoi le problème? On ne sait même pas où elle est. On a dû dessiner au tableau pour dire en fait elle est là. Enfin, bon. Et donc effectivement, tout notre travail, c'est de rendre accessible à des gens qui ne sont pas techniques et qui comprennent, et c'est eux qui prennent les décisions. Finalement, c'est les copropriétaires qui vont voter, qui vont payer les travaux. Il faut les intégrer pour qu'ils comprennent ce qui va se passer. Donc, où ça se trouve, quels vont être les désordres au moment des travaux, où c'est qu'on met l'échafaudage, comment ça va se passer. Et donc, la maquette 3D, au même titre qu'on utilise maintenant Google Maps ou choses comme ça, devient un quotidien. Et donc, sur l'immeuble, c'est aussi important pour bien comprendre et donc décider. Donc, on peut imaginer, par exemple, que lors d'une assemblée générale, le gestionnaire puisse bouger l'image pour démontrer... Je pense qu'il faut, lors de l'assemblée, montrer la maquette. Donc, non seulement montrer tout ce qui s'est passé durant l'année, parce qu'il y a des copropriétaires qui ne sont pas au courant, donc le conseil syndical est peut-être au courant et pas encore de tout. Les copropriétaires, ils arrivent sur l'AG, ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé sur l'ensemble de l'immeuble. Donc, pour aussi valoriser le travail du syndic en disant, regardez, il y a eu tous ces désordres qui ont été résolus et voilà où on en est. Donc, ça permet de faire un état des lieux qui est factuel. Donc, la maquette permet de factualiser le rapport entre le syndic et les copropriétaires, puisque c'est marqué, il y a des CO datés, ça a été fait, ça a été déclaré, etc. Donc déjà de faire un état des lieux et de se projeter ensuite sur ce qui va devoir être voté en termes de travaux. Vous êtes complètement apaisé potentiellement. Donc c'est monsieur qui doit répondre. Mais théoriquement, on peut imaginer que Quarto soit
relié à un outil de ticketing, par exemple, pour aller intégrer également les demandes d'intervention qui ont eu lieu sur l'exercice. Complètement. Donc ça peut être bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on peut déclarer l'incident sur la maquette et ça peut descendre dans l'outil ticketing pour faire l'ordre de service, etc. Ou l'inverse, ça a été créé dans le ticket, on le remonte sur la maquette pour le positionner exactement à l'endroit précis où est le désordre. Et on alimente ainsi aussi le carnet d'entretien. Oui, voilà, parce que c'était un peu ça. Moi, ce que je regrettais un petit peu, c'est que le carnet d'entretien, jusqu'ici, ne se limitait qu'aux décisions qui étaient prises en Assemblée générale relatives aux travaux. Mais les petites interventions, en fait, sortent du domaine du carnet d'entretien. Or, ça participe quand même de la gestion efficace, on va dire, de la copropriété. Donc là, on peut. Et puis tu retrouves les sujets de garantie aussi, suite à travaux, d'incidents fréquents. C'est ça. Sur une même colonne d'eau, 3 fois en 5 ans, une intervention. Bah, c'est plus facile de faire décider une réfection de cette colonne quand on démontre qu'il y a eu bien. Donc on clique sur la colonne, ça nous montre tous les incidents qu'il y a eu sur les dernières années, les derniers mois. Et donc ça factualise aussi en disant bah, regardez, il va falloir faire peut-être une intervention un peu plus importante. On a déjà dépensé tant pour régler ces petits problèmes. Eh ben, il va falloir investir un peu plus pour qu'on n'ait plus de problèmes. Exactement. Et ce que je trouve intéressant aussi sur la partie travaux, c'est qu'il y a quand même une vague de rénovation. Ce que j'allais demander, justement. Je ne peux pas couper tes questions avant que tu me les poses. Alors je te laisse la poser. non, mais justement, c'est la bonne transition. Il faut en effet se poser la question par rapport à des contraintes de rénovation énergétique qui vont être croissantes dans la copropriété. Comment on peut justement utiliser votre outil pour appréhender correctement ces travaux à mener, quoi. Alors on a plusieurs copros actuellement. On travaille en même temps qu'un un architecte qui fait le DTG, qui fait le diagnostic, et un thermicien qui travaille aussi sur qu'est-ce qu'il faut faire sur cette copro pour que il puisse continuer à être loué. Par exemple, il y a des lots qui aujourd'hui la difficulté avec des passoires énergétiques thermiques. Et donc, c'est reprendre des conclusions, des modélisations, les intégrer dans la maquette, dans le modèle. Et nous encore, c'est vraiment c'est rendre intelligible. C'est rendre compréhensible des préconisations qui peuvent être techniques et que, après, les copropriétaires, ils sont responsables. Ils votent pas, mais désormais, ils comprennent. Ils sont certains de comprendre, de partager la même vision sur leur immeuble et qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui va être fait. Donc, on est au début pour le coup de cette vague. On va voir à quel point elle va être. Je pense que de toute façon, on va être obligé de décaler un petit peu certaines échéances. Des sujets de calendrier, on est d'accord. Sinon, on va investir dans une fabrique de tentes, parce que je ne sais pas comment on va faire ça va pour loger tout le monde. Mais... ça va être compliqué. Peu importe. Ceci est un autre débat. Le prochain business. Voilà, c'est un débat politique. Là. Dernière question. Comment vous voyez en fait le développement de votre société, tous les deux? Quels sont vos objectifs, on va dire, à court terme et moyen terme? Quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez? Les prochaines étapes, déjà, on est en première année full de commercialisation. On a commencé à l'automne. On a signé tout de suite plusieurs contrats. On a des assemblées générales aussi qui arrivent, puisqu'on a un modèle en marque blanche qui se développe pour pouvoir proposer, des syndics qui veulent se différencier commercialement vont proposer ce service. Donc on est en train de préparer fortement et juin et décembre, enfin toute cette année un petit peu. Donc continuer à signer ces partenariats-là, se renforcer en fonds propres. On a un sujet de levée en cours qui se passe plutôt bien dans le contexte actuel. Et puis surtout, on arrive sur un marché qui est... il y a on voit qu'il y a quelque chose qui est une vraie demande et qui a disrupté pour l'instant le marché. C'est pas simple. Donc nous, on arrive avec cette proposition, une traction commerciale. Donc voilà, on est bien, on est content cette année. On aura 2-3 trucs à faire. Je pense qu'on sait ce qu'on fait. On aura encore des vacances d'été un peu voilà, avec un peu de remote et un peu voilà. Mais voilà, mais c'est ça. Et c'est vraiment un marché hyper profond, hyper scalable. C'est ça qui ce qui nous a plu déjà. Donc ça touche à tout le monde en fait. C'est toujours la même chose, le logement, la copropriété. Tout le monde est concerné, quoi. Exactement. Ok. Bon, merci beaucoup à tous les deux pour être venus nous voir. Merci de ton accueil. On suivra bien sûr très attentivement vos évolutions. Peut-être que ce sera l'occasion de revenir pour présenter un peu les évolutions de Quarto là, dans les mois à venir, puisque c'est l'objectif ainsi de suivre un peu toutes les personnes qui viennent discuter et présenter leurs solutions. À bientôt.
À bientôt sur le plateau d'Avenir ADB avec Camille Falloussi et Jérôme Armand qui sont pour cette fois-ci derrière les manettes. On leur fait un petit coucou derrière la caméra. Donc à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.